Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette conférence Start Plus. Merci à Joseph d'être venu aujourd'hui pour nous faire une petite conférence sur comment optimiser son marketing sur Facebook. Pour présenter rapidement Joseph, il est né en France, à Paris, et il a fait ses études. Il a commencé ses études à Reims en école de commerce, avant d'aller juste après finir ses études à Boston aux États-Unis, et puis de travailler dans l'e-marketing pendant 5 ans. Juste après ça, il décide d'arrêter et de retourner en France pour reprendre avec son père le business familial, donc pour travailler un petit peu dans le textile. Et c'est en 2014 qu'il décide d'arrêter le textile pour s'attaquer à son projet entrepreneurial. Après tous les My Little Paris, les My Little London, tout ce qui a pu exister un peu partout au monde, il décide d'adapter ce concept à Istanbul, un concept qui n'existait pas encore, et il crée Canım Istanbul, qui s'écrit Canim Istanbul. Et du coup, il part là-dessus, et donc il va nous expliquer comment il a fait pour, à partir de rien, commencer à développer son marketing, faire connaître son site internet, faire connaître sa marque, et notamment tout ça grâce à Facebook et grâce à toutes les publicités qu'il peut y avoir. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Joseph Dogno. Merci Ilan. Bonjour, vous m'entendez bien? Ouais, ok. Donc bonjour, je m'appelle Joseph. Je vais vous parler aujourd'hui de publicité sur Facebook. Je vais essayer de... Ça s'appelle Introduction à la publicité sur Facebook. On voit plus cela, si voilà. Parce que c'est un sujet qui est assez vaste, donc je vais essayer en 1 heure, 1 heure et demie de vous donner un aperçu le plus complet possible de tout ce qui est possible de faire sur Facebook. Voilà, donc allons-y. Je vais vous faire une petite introduction. Ensuite, vous donner rapidement un peu les bases de la publicité sur Facebook, les différents types de campagnes, les formats, les emplacements. Ensuite, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire les éléments d'une campagne réussie, le ciblage, la créa et l'analyse des performances. Après, je vous parlerai de quelques bonnes pratiques et stratégies gagnantes. Et puis à la fin, des questions-réponses. Donc, comme disait Ilan, rapidement sur ce que je fais, j'ai lancé un newsletter et un site de bons plans sur Istanbul qui s'appelle Canım Istanbul. Et ça fait 1 an et demi à peu près. Donc la première année, c'était simplement une newsletter sur abonnement gratuit. Donc vous voyez à gauche les exemples de la newsletter. Et ensuite, au bout d'1 an, j'ai fait un blog qui reprend tout le contenu qui existe déjà. Voilà, donc un peu sur l'idée de My Little Paris, Gustave et Rosalie, Merci Alfred, enfin toutes ces newsletters qui existent en France. Ça, c'est la courbe du nombre d'abonnés depuis le lancement jusqu'au mois de février dernier. Là, on n'est pas loin de 20 000. Donc en février, on était à 16 000. Et si je vous montre cette courbe, c'est surtout pour insister sur ce point à partir duquel la croissance du nombre d'abonnés a été un peu plus rapide, et je vous laisse deviner pourquoi. C'est qu'à ce moment-là, j'ai commencé à me pencher vraiment plus sérieusement sur la pub sur Facebook et à utiliser toutes les possibilités que ça offrait. Et donc ça a marché. Aujourd'hui, la publicité Facebook, c'est une source de trafic payant et ciblé qui est devenue vraiment incontournable. C'est une plateforme qui est en constante évolution. Il y a à peu près 2 millions d'annonceurs aujourd'hui sur la plateforme. Et bon, Facebook, vous connaissez, il y a 1,5 milliard, un peu plus d'utilisateurs. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne vais pas vous donner aujourd'hui une recette miracle qui va faire en sorte que vos pubs, si jamais vous en faites, marcheront à coup sûr. Il n'y a pas de recette miracle, ça n'existe pas. Donc, ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous, et vice-versa. Mais la seule façon en fait de faire de la publicité intelligente sur Facebook, c'est de passer un peu de temps, d'être un peu créatif, de tester beaucoup de choses, d'investir un petit peu d'argent, bien sûr. Voilà. En bref, ça demande un peu de travail, mais si vous êtes disposé à consacrer un petit peu de temps et un petit investissement, ça peut énormément vous aider à développer un business, une association, un service que vous lancez. Voilà. Donc, d'abord, pourquoi faire de la publicité sur Facebook? Quelles sont les opportunités qu'il y a? Alors, la première, c'est de faire de la publicité sur Facebook, ça permet de toucher la totalité de ses fans. Vous vous demandez peut-être pourquoi il faut faire de la publicité pour toucher ses fans. Je vais y revenir sur le slide d'après.
Ça permet ensuite d'élargir son audience, puisque vous pouvez, par Facebook, toucher à peu près n'importe qui, n'importe où dans le monde. Donc on est sur des échelles qui vont bien au-delà de la publicité à la télé, à la radio ou en print. Et vous pouvez faire tout ça tout seul de chez vous, de votre ordinateur. Ça permet de cibler ces messages avec une précision assez hallucinante, presque flippante. On va voir ça tout à l'heure. Et surtout, le ticket d'entrée est vraiment minime puisqu'on peut commencer à partir de 1 € par jour. Donc pourquoi toucher la totalité de ses fans? Il y a un phénomène sur Facebook qui s'appelle la baisse du reach, c'est-à-dire que quand vous, je ne sais pas s'il y en a ici est-ce qu'il y en a qui ont des pages pro ou des pages d'assaut ou qui gèrent, ouais. Donc quand vous publiez quelque chose, si vous avez, je ne sais pas moi, 1000 fans sur la page, vous voyez que vous touchez jamais 1000 fans, mais c'est marqué, vous avez peut-être atteint 500 fans ou 600 ou 300. Donc ça, c'est votre reach. Et est-ce que vous savez pourquoi vous ne touchez pas tous vos fans? Est-ce que quelqu'un sait? Non, personne. Vous dormez déjà? D'accord. Voilà, ok, merci. L'algorithme Facebook, donc, il filtre, puisque Facebook estime qu'un utilisateur moyen qui va avoir, allez, on va dire entre 200 et 300 amis, qui a liké quelques dizaines de pages, de marques, de médias, potentiellement pourrait voir 1500 posts par jour. Donc c'est trop, et Facebook a un algorithme qui filtre ce que vous pouvez voir et qui va vous montrer que ce que l'algorithme estime être le plus pertinent pour vous, donc selon les interactions que vous avez eues avec des personnes, avec des pages, si vous avez cliqué sur des posts, si vous avez liké, commenté des posts. Et donc, de ces 1500, Facebook ne montre que 50 à 60 par jour. Donc forcément, il y a tout le monde ne voit pas tout. Et le phénomène s'amplifie d'année en année, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui sont connectés à Facebook, il y a de plus en plus de marques, d'entreprises qui sont sur Facebook. Donc, peut-être aujourd'hui, ce n'est pas 1500 posts par jour, c'est peut-être 2000 ou 2500. Et donc, voilà, forcément, il y a un filtre qui s'opère et qui ne fait qu'aller vers le bas d'année en année. Alors, pour vous donner une idée de ce reach, c'est des chiffres très moyens. Si vous avez une page qui a 1000 fans ou moins, le reach est en moyenne de 30%. Si vous avez entre 1000 et 10 000 fans, le reach va être de 15%. Entre 10 000 et 50 000 fans, ça tombe à 10%. Et quand on part sur des pages de grosses sociétés, de grosses marques qui ont plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions de fans, le reach peut être inférieur à 1%. Donc en gros, si vous ne faites pas publicité sur Facebook, en fait, vous n'avez pas beaucoup de visibilité, même auprès de vos propres fans. Alors ensuite, souvent les gens se demandent, avant de commencer à faire de la pub Facebook, est-ce que je veux me faire connaître sur Internet, est-ce que vaut mieux que je fasse de la pub Facebook ou des Google Ads? Je n'ai pas une réponse toute faite à vous donner, il n'y a pas de réponse, ça dépend. Il faut juste comprendre que c'est deux logiques de ciblage très différentes, c'est-à-dire que sur Google, on cible pas les personnes, on cible les intentions de recherche. Donc vous allez sur Google, vous tapez je sais pas, boutique, appareil photo Nancy. Si quelqu'un a un magasin d'appareils photo à Nancy, il peut acheter ses mots-clés et afficher ses pubs au moment où quelqu'un tape cette requête. Donc il y a une intention de recherche qui est très claire et déterminée. Sur Facebook, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur Facebook pour chercher quelque chose, on va sur Facebook pour passer du temps, glander, regarder ce que font ses potes, sa famille, ce que les pages qu'on suit publient. Et donc la publicité sur Facebook va au contraire interrompre une activité. Et sur Facebook, en tant qu'annonceur, on va cibler les gens donc pour ce qu'ils sont, pour leur comportement. Un ciblage socio-démographique et comportemental. Pour vous donner un ordre d'idée, Google donc, a commencé à faire de la publicité en 2003. Donc beaucoup d'avance sur Facebook, mais depuis 3 ans, le nombre d'annonceurs, donc ça c'est le nombre d'annonceurs, plafonne un petit peu sur Google depuis 2011, alors que Facebook, qui a commencé à ouvrir sa plateforme publicitaire en 2011, a une croissance de 300% sur les 3 dernières années, et donc il y a de fortes chances que d'ici 3-4 années, il y ait autant d'annonceurs sur Facebook que sur Google, voire que Facebook dépasse Google. Alors, avant de commencer à faire de la publicité sur Facebook, il y a une seule question en fait à se poser, c'est quel est votre objectif? Vous voulez faire de la publicité, pourquoi? Vous voulez avoir plus de likes sur votre page? Vous voulez que des gens s'inscrivent à votre newsletter, ce qui était mon cas?
vous voulez vendre quelque chose, vous voulez promouvoir un événement. Donc, vous pouvez avoir plusieurs objectifs, mais c'est important de les définir clairement et ensuite d'appliquer des campagnes qui vont aller en fonction de chaque objectif. Parce qu'en fait, une campagne publicitaire sur Facebook, c'est comme une campagne publicitaire tout court. C'est-à-dire qu'il faut avoir des objectifs marketing clairs, il faut bien comprendre, étudier sa cible, il faut créer des visuels, rédiger un message, ensuite budgéter ce qu'on veut dépenser, tester les différentes créas sur les différentes audiences, voir celles qui marchent, et ensuite optimiser en réaffectant son budget. Voilà, ça, c'est vraiment du marketing de base. Quand on fait de la pub sur Facebook, on suit exactement le même schéma. Donc maintenant, je vais vous présenter, on va dire, les bases de la publicité sur Facebook. Quand vous faites de la pub sur Facebook, chaque campagne se présente de cette façon un peu pyramidale. Donc au sommet, vous avez la campagne. Donc une campagne, c'est quoi? C'est lié à un objectif. Vous allez voir juste après, je vais vous montrer quand on va dans le gestionnaire de publicité. La première chose que Facebook vous demande, c'est quel est votre objectif. Ensuite, dans chaque campagne, vous allez avoir un ou plusieurs ensembles de publicités. Et un ensemble de publicités correspond à une cible, enfin une audience que vous aurez identifiée et ciblée. Ça correspond à un budget et un planning. Donc, par exemple, vous pouvez décider de faire une campagne pour augmenter les likes sur votre page. Donc ça, ce sera l'objectif. Ensuite, dans l'ensemble, vous pouvez décider de cibler les étudiants qui habitent à Nancy, dans Nancy jusqu'à 20 km autour de Nancy, qui ont entre 20 et 25 ans, qui sont en cycle universitaire ou en master, et je dis n'importe quoi, qui aiment le yoga, par exemple. Voilà, ça, ce sera une audience. Ensuite, vous allez dire, sur cette audience, je veux dépenser 5 € par jour. Et ensuite, donc un planning, vous allez dire, je veux que ma campagne démarre le 10 mai et s'arrête le 30 mai. Donc ça, vous le définissez au niveau de l'ensemble de publicités. Et ensuite, sous l'ensemble de publicités, vous allez avoir une ou plusieurs publicités. Donc une publicité, c'est une créa, c'est un format, un message, un visuel, des titres. Voilà. Donc chaque campagne se structure comme ça. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, la publicité sur Facebook, ça se passe dans le gestionnaire de publicité, auquel on peut accéder par la colonne de gauche ou le menu en haut à droite. Et quand vous cliquez dessus pour la première fois, le premier écran que vous voyez, c'est ça. Donc, vous voyez la structure en campagne. Dans la colonne de gauche, campagne, ensemble de publicité, publicité. Et donc, la première question que Facebook vous pose, c'est quel est votre objectif? Donc, il y a une dizaine d'objectifs. Je ne vais pas tous les détailler. Je vais m'arrêter sur 6 qui sont les principaux. Donc vous pouvez vouloir augmenter l'engagement sur vos posts, avoir plus de likes. Vous pouvez agrandir votre communauté, générer du trafic, promouvoir une entreprise locale, un événement, inciter les gens à télécharger une appli ou générer des vues sur une vidéo. Donc voilà, je vais passer brièvement sur chacun. Donc le premier, vraiment le niveau le plus simple de la pub Facebook, c'est mettre un post en avant. Peut-être que ceux qui ont des pages pro l'ont déjà fait. Vous pouvez le faire en cliquant en bas à droite d'un post que vous avez publié, booster un post ou mettre une publication en avant. Donc là, le but, c'est simplement de générer de l'engagement sur une publication. C'est-à-dire que vous voulez que les gens likent le post, le commentent, le partagent, cliquent sur le lien, évidemment. Voilà, ça a juste un objectif de visibilité. Vous pouvez souhaiter augmenter votre communauté, c'est-à-dire générer des likes sur votre page. Donc là, la publicité, ça c'est une publicité que j'avais faite pour la communauté française d'Istanbul. Donc là, il y a une seule action possible, c'est de liker la page. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'autre contenu. On ne peut que liker la page. Ensuite, on a des campagnes qui redirigent les gens vers un site externe. Donc là, j'en ai regroupé 2 sur une même slide. C'est les campagnes qui s'appellent générer du trafic sur votre site et générer des conversions sur votre site. C'est assez proche. Générer du trafic vers votre site, en fait, vous voulez simplement que les gens cliquent sur la pub et aillent sur votre site, sur une page que vous aurez définie. Générer des conversions, c'est la même chose. Vous voulez que les gens aillent sur votre site, mais en plus, vous voulez qu'ils accomplissent une action sur votre site, qu'ils remplissent un formulaire, qu'ils s'inscrivent à une newsletter, qu'ils achètent quelque chose. Voilà, il y a une notion d'action à accomplir, ce qu'on appelle une conversion. Vous pouvez pousser les gens à installer une appli mobile. Donc ça, c'est des pubs qui seront uniquement sur mobile, pas sur desktop. Et là, le call to action, c'est de cliquer pour installer l'appli directement.
Vous pouvez promouvoir un événement, donc vous organisez, je sais pas, une soirée ou un événement pour le lancement d'un produit. Vous allez faire une pub pour mettre l'événement en avant pour que plus de gens cliquent intéressés ou j'y vais. Pour les gens qui ont des business locaux, donc une entreprise locale, ça peut être un restaurant, un bar, une salle de sport, un salon de coiffure. Là, vous pouvez faire une pub pour faire connaître cette entreprise locale. Et là, l'action, c'est simplement, quand vous cliquez sur direction, ça va vous donner une carte avec comment aller à cet endroit. Et le dernier objectif que j'ai choisi, c'est les vidéos. Donc c'est la même chose que mettre une publication en avant, sauf que là, ce n'est pas une image, ce n'est pas un lien, mais c'est une vidéo qui est directement dans la publicité, qui s'affiche directement sur Facebook. Et là, pareil, le but, c'est que les gens voient la vidéo, la like, la commentent et la partagent. Donc ensuite, il y a différents formats de publicité sur Facebook. Là, je vais tous vous les décrire parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 5. On a les images, vidéos, diaporamas, carousel et les canevas. Alors, celle que vous voyez probablement le plus souvent, c'est les pubs images simples. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu de pub sur Facebook, j'imagine qu'il n'y a personne, mais voilà, sous le nom de la page, vous voyez la mention sponsorisée. Donc, Facebook précise que c'est une pub. Et donc voilà, c'est juste un texte, une image et un lien. Et où que vous cliquiez sur la pub, vous serez redirigé vers le lien. On a les diaporamas qui sont un format assez récent. En fait, c'est un espèce de slideshow de jusqu'à 7 images maximum. Et donc en cliquant sur la petite flèche, les images vont défiler. Voilà. Il n'y a pas de vraie animation, mais simplement elles défilent avec un fondu. Donc vous avez les pubs format vidéo, où là, c'est une vidéo qui se lance automatiquement. Vous avez les carousels. Donc là, c'est jusqu'à 5 images maximum sur lesquelles on peut scroller et qui sont pas mal pour raconter une histoire, pour présenter plusieurs produits, où chaque produit va être associé à une page, une URL différente. C'est bien pour présenter les différentes fonctionnalités d'un produit. C'est bien quand on a une image large qui ne rentrerait pas sur une seule image, par exemple des choses comme ça. Donc ça permet de faire des choses assez sympas. Et vous pouvez le faire avec des visuels, ou vous pouvez le faire simplement avec des mots. Est-ce que les gens auront les slides après? Est-ce que je peux faire passer? Oui, d'accord. Bon, en fait, il y a des liens que je n'ai pas réussi à faire marcher, mais vous pourrez cliquer sur les pubs et ça vous montrera les liens, les carousels sur Facebook. Vous avez la même chose en vidéo. Donc, c'est un carrousel avec une petite vidéo très courte sur chaque vignette. Ça permet de faire des choses vraiment sympas que je ne peux pas vous montrer maintenant, mais vous les verrez. Il y a le Canva, qui est un format très récent, qui est en fait un mélange de texte, d'images, de vidéos, de sons, de carousel. Voilà, ça mélange un petit peu tout. C'est pas très utilisé pour l'instant parce que ça a été lancé il y a 1 mois. Et ça permet de faire une sorte de mini-site directement sur Facebook avec beaucoup d'informations et beaucoup d'interactivité. Voilà, là pareil, je vous ai mis un lien du Canva de Bernie Sanders pour la campagne américaine actuelle. Donc voilà pour les formats. Maintenant, les différents emplacements. Donc quand vous faites une pub, où est-ce que vous pouvez la diffuser? Il y a 5 emplacements possibles, 2 sur desktop et 3 sur mobile. Alors sur desktop, vous pouvez diffuser les publicités ou bien dans le fil d'actualité, c'est-à-dire ça s'insère au milieu des publications de vos amis, des pages que vous suivez, et donc ça s'affiche avec la mention sponsorisée, ou bien ça peut s'afficher dans la colonne de droite, où là on a une image plus petite avec beaucoup moins de texte. Et sur mobile, donc pareil, ça peut s'afficher dans le fil d'actualité uniquement, il n'y a pas de colonne de droite sur mobile. Mais ça peut aussi s'afficher sur le réseau d'audience Facebook. Donc là, c'est un réseau partenaire d'applis mobiles qui font un deal avec Facebook, où en gros, les applis disent à Facebook, moi, je veux bien louer de l'espace sur mon appli. Donc l'espace qui peut être une petite bannière, un interstitiel, ou même du contenu natif. Et en gros, Facebook va diffuser des publicités sur ces applications, et rétrocéder une partie de l'argent gagné dans la publicité à l'appli. C'est une façon pour les applis de monétiser leur audience.
une façon pour Facebook d'aller au-delà de leurs milliards et demi d'utilisateurs, de gens qui ne sont pas forcément sur Facebook, mais qui utilisent des applis mobiles. Et donc depuis un peu moins d'1 an, on peut aussi diffuser les pubs depuis la plateforme Facebook, on peut les diffuser sur Instagram avec exactement les mêmes options de ciblage. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le concret et ce qui, pour moi, sont les 3 éléments d'une campagne réussie, c'est-à-dire le ciblage, la créa et l'analyse des résultats et l'optimisation. Donc, le ciblage, pour commencer. Alors, pour moi, c'est vraiment la partie principale, la partie la plus importante quand on fait de la pub sur Facebook, c'est vraiment le ciblage. Parce que on a des possibilités de ciblage qui sont vraiment incroyables, enfin, considérables. Et Facebook, c'est à peu près tout de ce qu'on fait. C'est tout de ce qu'on fait sur Facebook, puisque dès que vous vous arrêtez sur un post, dès que vous cliquez quelque part, dès que vous suivez une page, tout ça, c'est des datas que Facebook emmagasine et qui servent à profiler les utilisateurs. Mais aussi, Facebook suit les comportements de ses utilisateurs sur le web. C'est-à-dire que si vous allez sur je sais pas, la page de l'équipe, par exemple, qui a un bouton like sur un des articles que vous lisez, que vous likez ou pas, c'est des cookies que Facebook met sur les sites partenaires, donc à peu près tous les sites qui ont des boutons like, et qui permettent à Facebook de traquer les utilisateurs et de savoir ce qu'ils font en dehors de la plateforme. Donc voilà, une masse de data assez considérable qui permet à Facebook ensuite de faire un ciblage hyper précis. Et pourquoi est-ce que le ciblage est si important ? C'est parce que vous pouvez avoir un bon produit, vous pouvez avoir un bon visuel de pub et même un bon message, mais si vous ne mettez pas le produit et le message en face des bonnes personnes, vos pubs ne marcheront pas. C'est à peu près garanti. Alors que l'inverse peut marcher. C'est-à-dire que bien cibler une audience et leur présenter une offre qui est pertinente, même si la pub n'est pas très jolie, même si les visuels sont un peu... Bon, c'est pas l'idéal, mais en tout cas, si les gens sont intéressés par l'offre, ils pourront éventuellement cliquer dessus, même si la créa n'est pas au niveau. Alors, les différentes options de ciblage de Facebook. On a des critères démographiques de base, donc âge, sexe, langue, lieu d'habitation. On a ce que Facebook appelle des données démographiques supplémentaires. Ça va être la situation amoureuse, donc célibataire, divorcé, etc. Le niveau d'éducation, le lieu d'éducation, l'année dans laquelle vous êtes diplômé, le secteur dans lequel vous avez fait vos études. Ça peut être votre activité professionnelle, donc job, donc le poste que vous occupez, votre employeur, le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Ça peut être le domicile, c'est-à-dire est-ce que vous êtes propriétaire, locataire d'un appartement ou d'une maison. Ne me demandez pas comment Facebook sait tout ça, c'est juste les options de ciblage qui sont disponibles. Vous avez ensuite tous les centres d'intérêt. Donc, les centres d'intérêt correspondent déjà aux pages que vous likez, mais aussi à votre comportement. C'est-à-dire que si vous cliquez plusieurs fois sur un article qui va parler de nourriture végétarienne, par exemple, au bout d'un moment, Facebook va vous afficher comme quelqu'un qui est végétarien, même si ce n'est pas le cas, et même si vous n'avez pas liké une page qui parle de ça. Et donc, voilà, dans les centres d'intérêt, il y a des centaines et des centaines de centres d'intérêt qu'on peut cibler. Ensuite, on peut cibler les gens pour des comportements. Donc, ça peut être les activités numériques. Est-ce que les personnes sont plutôt des early adopters de technologie ou des suiveurs? Est-ce que vous avez un iPhone 5, un iPhone 6? Est-ce que vous êtes sur Android? Est-ce que vous êtes expatrié? Est-ce que vous venez de voyager quelque part? Enfin voilà, vraiment beaucoup de choses. Et ensuite, vous pouvez cibler les gens selon leur connexion à votre page ou à votre événement ou à votre appli, puisque vous pouvez cibler les fans de votre page, vous pouvez cibler les amis des fans de votre page, vous pouvez cibler les gens selon qu'ils utilisent, que ce sont des utilisateurs réguliers de votre appli ou des utilisateurs au contraire qui ne sont plus actifs depuis plusieurs mois. Donc voilà, vraiment, ça c'est les options de base où vous dites à Facebook, je veux cibler ce genre de personnes. Alors ça fait beaucoup de choses, les gens souvent ne savent pas trop par où commencer, parce qu'au-delà d'un ciblage un peu basique où vous allez dire, bon ben moi je lance un produit et je sais que je veux toucher
Par exemple, c'était mon cas sur ma newsletter à Istanbul. Au départ, je voulais toucher les femmes entre 25 et 45 ans, urbaines, qui habitent à Istanbul. Et je m'étais dit, je vais aller toucher les femmes qui sont des lectrices de Time Out, de Vogue, de Elle, de Cosmopolitan, enfin de la presse féminine. Et voilà, donc on peut commencer par ça. Mais bon, ça c'était mon image de mon client idéal dans ma tête. Après, voilà, il y a tellement de possibilités de ciblage sur Facebook qu'il faut essayer de faire un travail avant de commencer et de vraiment bien définir sa cible. Et donc comment on fait? On essaie de définir l'avatar de son client idéal en se posant des questions. Donc au-delà de qui ils sont et ce qu'ils aiment, je vous ai mis quelques questions qui peuvent aider, enfin aiguiller en tout cas quand vous réfléchissez à comment cibler les gens. Donc quelles sont les figures d'autorité, quels sont les influenceurs que votre cible va suivre, quelles sont les marques un peu leaders dans la niche. Ça peut être quelle lecture, donc quel livre, quel magazine, quels journaux va lire la cible idéale. À quels événements, ça peut être des salons professionnels, des festivals. Donc vous pouvez cibler quelqu'un parce qu'il est fan d'un festival de musique, par exemple. Sur quel site internet les personnes vont fréquemment, où est-ce que les personnes habitent, quels outils, quels équipements ils utilisent. Donc, tout ça, c'est des critères qui permettent d'identifier une cible et de s'assurer que vous allez cibler vraiment que le groupe qui va être le plus pertinent pour ce que vous voulez offrir. Donc voilà, en gros, quelle est la spécificité unique du groupe que vous voulez aller chercher? Alors, il y a une petite technique qui est pas mal quand on cherche à cibler les gens, c'est le ciblage mais personne d'autre. Bon, c'est une mauvaise traduction de l'anglais. En anglais, c'est but no one else would. Donc là, c'est un exemple que j'ai trouvé sur un blog américain où c'était une étude de cas pour une marque d'équipement de golf. Et donc, les propriétaires de la marque se demandaient qui ils pouvaient cibler, quels critères ils pouvaient utiliser pour cibler. Donc, ils peuvent cibler les gens qui aiment Tiger Woods, par exemple. Sauf que Tiger Woods, c'est au-delà d'un golfeur, c'est une personnalité publique, c'est quelqu'un d'extrêmement connu, que des millions de gens connaissent et peut-être suivent sur Facebook, et peut-être des millions de gens le suivent, alors que ces personnes ne sont pas des golfeurs. Donc il vaut mieux aller... Alors, je ne suis pas du tout golfeur, je ne connais pas ces joueurs, mais apparemment, voilà. Phil Mickelson, c'est un golfeur assez connu, mais apparemment, c'est un golfeur assez connu auprès des golfeurs du dimanche. Alors que, dans cet exemple, Bubba Watson, apparemment, est un golfeur que vraiment, il n'y a que les vrais fans de golf vont le connaître. Donc quand vous ciblez Tiger Woods, bah, la cible est trop large, elle n'est pas assez identifiée, elle n'est pas assez fine. Si vous ciblez, donc dans cet exemple, si vous vendez du matériel de golf, si vous ciblez Bubba Watson, vous êtes à peu près sûr que là, vous allez avoir vraiment une population qui est intéressée par le golf, donc potentiellement intéressée par acheter vos produits. Donc voilà, en gros, il faut arriver à se demander, il faut toujours se demander, un fan de golf va connaître Bubba Watson, mais personne d'autre ne le connaîtra. Donc c'est ça le ciblage, mais personne d'autre. Donc pour illustrer ça, j'ai pris un exemple. Par exemple, je vends un casque audio spécial musique électronique. Donc qu'est-ce que je peux cibler? Dans les figures d'autorité et les influenceurs, je pourrais cibler par exemple David Guetta. Bon, c'est certes un DJ très connu, il fait de la musique, mais il est trop mainstream, il ne fait pas spécialement de la musique électronique. Donc on peut peut-être cibler Laurent Garnier, qui est quelqu'un pour le coup qui fait que d'électro, mais qui est peut-être trop connu encore. C'est aussi une personnalité publique. Par contre, si on cible, je ne sais pas si vous la connaissez, Jennifer Cardini, bon là on est à peu près sûr qu'il n'y a que les gens qui sont vraiment fans de musique électro qui vont suivre, ou qui vont être en tout cas ciblés comme des suiveurs de Jennifer Cardini sur Facebook. Les magazines, on pourrait cibler les gens qui lisent Les Inrocks. Mais pareil, c'est un magazine de musique, de culture, d'art, de société. C'est un peu trop vague. On peut cibler les gens qui lisent DJ Magazine. Mais DJ Magazine, ça peut être aussi des DJ de rap, des DJ, je sais pas moi, qui font des mariages. Donc voilà, pas forcément des fans d'électro. Par contre, si vous ciblez le magazine Tsugi, il parle que de musique électronique. Donc là, vous êtes sûr d'être sur la bonne cible. Pour les événements, on pourrait cibler les fans de la nuit SFR à Paris. Mais pareil, c'est un gros événement très mainstream, très commercial.
a priori pas un ciblage assez fin. Donc on peut cibler les gens qui sont allés au Sonar Festival en Espagne, qui est un peu plus pointu musicalement, mais où il n'y a pas que de la musique électronique. Par contre, si vous ciblez les gens qui vont au Weather Festival à Paris, là vous êtes à peu près sûr qu'il n'y a que des fans d'électro qui vont correspondre. Bon voilà, on pourrait étendre les exemples. Pour les équipements, on peut cibler les gens qui aiment la marque Beats de casque. Mais Beats, encore une fois, trop mainstream. Bose, peut-être, mais quelqu'un qui a un casque Boston Acoustics, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui va s'en servir pour écouter l'électro. Donc voilà, un exercice qui est bien à faire pour essayer de trouver les critères qui sont uniques à votre cible. Alors ensuite, il y a un autre moyen de cibler les gens sur Facebook, c'est ce qu'on appelle les audiences personnalisées, où en fait vous allez vous donner de l'information à Facebook. Alors ça peut être une liste de clients, donc si vous avez une mailing list avec des adresses mail ou des numéros de téléphone, vous pouvez l'uploader dans Facebook, et si par exemple vous avez 10 000 adresses mail, vous téléchargez ça dans Facebook, Facebook va essayer de faire correspondre ces adresses mail à sa base de données et va vous dire sur ces 10 000 personnes, il y en a peut-être 7 000 qui sont des utilisateurs de Facebook. Du coup, vous créez une audience de ces 7 000 personnes qui sont en fait déjà vos clients, enfin, ou vos fans, puisque vous avez leur adresse mail. Et ensuite, vous pourrez faire des campagnes sur Facebook en ciblant uniquement ces personnes. Si vous avez une appli mobile, pareil, vous pouvez cibler des gens selon leur activité sur votre appli mobile. Donc vous pouvez dire à Facebook, les gens qui ont téléchargé mon appli il y a plus de 6 mois, mais qui ne s'en sont pas servis depuis 2 mois, ou qui ne sont pas allés sur cette page-là en particulier, je veux faire une campagne qui va les cibler. Et puis il y a quelque chose qui est assez puissant, c'est de cibler les gens selon le trafic sur votre site internet. Donc vous avez par exemple des visiteurs de votre site, mais que vous ne connaissez pas sur Facebook. Ils arrivent sur votre site parce qu'un ami leur a parlé de votre marque ou de votre site. Et si vous mettez en place le pixel Facebook, je vais en parler après, c'est un cookie en fait, vous pouvez faire du retargeting, c'est-à-dire chaque personne qui vient sur votre site, Facebook les met dans un panier, donc de façon anonyme, vous ne savez pas qui sont ces personnes, elles ne sont pas identifiables, mais Facebook va vous dire, dans les 30 derniers jours, vous avez eu 10 000 personnes qui sont venues sur votre site, et vous pouvez recibler ces 10 000 personnes sur Facebook. Donc, j'imagine, vous avez tous vu, ça doit vous arriver d'aller sur un site de e-commerce, vous allez sur Amazon, vous regardez une paire de baskets, vous ne l'achetez pas, 1 heure après, vous commencez à voir la paire de baskets sur tout un tas de sites, Facebook ou autres d'ailleurs. Donc voilà, c'est ça le retargeting, et c'est très courant, très utilisé, parce que ça marche. Et c'est accessible à n'importe qui. Moi, je le fais très régulièrement. Les gens qui viennent sur mon site et qui ne s'inscrivent pas à la newsletter, je vais balancer des pubs sur Facebook en les incitant à s'inscrire. Et forcément, c'est une audience qui est un petit peu plus chaude que des gens qui n'ont jamais entendu parler de moi. Et donc, quand je leur demande de s'inscrire à ma newsletter après qu'ils soient passés par mon site, il y a en général un taux de clic qui est plus élevé. Donc, le ciblage, les audiences personnalisées selon le trafic de votre site, vous pouvez créer des audiences pour toute personne qui visite votre site, pour les personnes qui visitent que des pages spécifiques. Donc par exemple, je ne sais pas si vous organisez un événement et vous vendez des billets pour cet événement sur votre site, les gens qui sont allés sur la page où il y a le formulaire d'inscription, mais qui n'ont pas complété le formulaire, qui n'ont pas rentré leur numéro de carte de crédit, qui ne sont pas allés sur la page d'après, qui est a priori la page qui dit « merci de vous être inscrit », vous pouvez cibler les personnes qui se sont arrêtées en fait avant la fin du processus et envoyer une pub en leur disant, je ne sais pas, il reste encore des places, pour l'événement, ou dernière semaine, on offre 20% de réduction aux personnes qui s'inscrivent aujourd'hui. Vous pouvez cibler les gens qui n'ont pas visité votre site depuis un certain temps, donc ça va jusqu'à 6 mois, je crois. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très puissant. Et pour le mettre en place, il faut passer par ce qui s'appelle le pixel Facebook, qui est en fait un pixel de suivi qui permet à Facebook de savoir qui visite votre site et qui permet aussi de suivre les conversions sur votre site. Donc, il y a un petit bout de code, on ne voit pas très bien ici, mais en fait, il y a un petit bout de code HTML
à insérer entre les balises aide de votre site, donc sur chaque page. Donc ça, le code, c'est Facebook qui vous le donne. Si vous savez le faire, il suffit d'aller sur votre site et entre les balises aide, vous mettez ce bout de code et du coup, ça fera le tracking de chaque visiteur. Si vous avez un site WordPress, il y a des plugins qui permettent de l'installer très facilement. Donc j'ai mis des liens vers des ressources ou comment on fait pour installer Pixel, comment on fait pour vérifier qu'il fonctionne bien. Et c'est quelque chose qu'il faut mettre en place aussi si vous voulez faire des campagnes de conversion. C'est-à-dire, concrètement, moi, quand je fais des campagnes d'acquisition sur Facebook, où je demande aux gens de s'inscrire à ma newsletter, donc ils cliquent sur la pub, dans le meilleur des cas, ils viennent sur mon site, ils arrivent sur la page d'inscription, où là, je leur demande leur adresse mail, leur âge, leur sexe, et j'attends qu'ils remplissent ça, qu'ils cliquent sur OK, et la page d'après, c'est « Merci de vous être inscrit, à bientôt dans votre prochaine newsletter ». Donc, le pixel de conversion se met sur sa dernière page, la page où en gros l'action a été accomplie. Et donc ça permet, quand vous faites ça, vous dites à Facebook, les gens qui viennent sur cette page, en gros, ils ont converti, ils ont accompli l'action que je voulais qu'ils accomplissent. Ce qui permet ensuite dans le reporting de Facebook de savoir exactement le coût d'acquisition de chaque personne qui convertit. Donc moi dans mon cas, je sais exactement quand je fais une pub sur Facebook, combien de personnes la voient, combien de personnes cliquent dessus, donc combien de personnes viennent sur mon site, et je vais jusqu'à savoir combien de personnes s'inscrivent à ma newsletter. Donc c'est très important puisque c'est au final ce qui compte, c'est le coût par rapport à l'objectif que vous êtes fixé. Donc moi, je sais que le coût d'acquisition d'un abonné à ma newsletter, c'est 30 centimes par exemple. Alors il y a une autre option de ciblage qui est également très puissante, c'est les audiences similaires. Donc tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, en fait, vous devinez, vous réfléchissez, vous faites de la recherche pour essayer de trouver des critères à cibler. Enfin, des critères, des centres d'intérêt à cibler pour trouver les personnes qui, selon vous, sont les bonnes. En fait, vous pouvez, avec les audiences similaires, retirer ce travail de devinette et laisser Facebook le faire. Et ça, vous pouvez le faire à partir de vos fans, de votre mailing list ou de votre site. Donc concrètement, si vous avez 1000 fans, par exemple, sur votre page Facebook, vous pouvez dire à Facebook, je voudrais trouver une audience qui ressemble à ces 1000 personnes. Donc là, ce n'est pas à vous de vous demander quels sont, est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des fans de foot ou de yoga. Facebook va regarder ces 1000 personnes et va extraire en fait les données un peu communes à tous ces gens-là. Et donc, ensuite, Facebook vous crée une audience qui peut être de 100 000, de 300 000 ou d'1 million de personnes qui est similaire à celle que vous lui avez donnée comme source. Donc ça, c'est très puissant quand on veut chercher, surtout quand on veut, quand on a un business et qu'on veut scaler, c'est-à-dire on a une petite base de clients, on a quelque chose qui marche à une petite échelle et on veut aller chercher plus de clients, plus d'audience, un public qui ressemble à celui qu'on a déjà convaincu. Facebook permet de faire ça de façon très facile. Donc voilà, vous pouvez le faire à partir de vos fans, de votre mailing list. Donc moi concrètement, tous les mois, je vais télécharger ma mailing list dans Facebook. J'ai à peu près 20 000 abonnés. Facebook va me dire sur ces 20 000 abonnés, il y en a 15 000 ou 12 000 où les adresses mail matchent avec celles qu'on a nous chez Facebook. Et ensuite, je vais dire à Facebook, je voudrais une audience de 300 000 personnes qui ressemblent à ces 15 000-là. Comme ça, je n'ai pas à me demander, est-ce que mes fans, c'est plutôt des gens qui aiment Vogue? Est-ce que c'est plutôt des gens qui aiment boire des cocktails, qui font du yoga, qui habitent dans le centre d'Istanbul ou à l'extérieur d'Istanbul? Je ne me pose pas la question, je laisse Facebook faire le travail, et en général, ça marche très très bien. Et vous pouvez faire la même chose, toujours par rapport aux visiteurs de votre site. Donc vous pouvez dire à Facebook, j'ai eu 10 000 visiteurs sur mon site le mois dernier, je voudrais créer une audience que je vais pouvoir ensuite aller cibler par de la pub dans Facebook. Je voudrais créer une audience qui ressemble à ces 10 000 personnes. Voilà, encore une fois, Facebook va mouliner et va vous dire, il ne va pas vous le dire, mais il va créer une audience en vous disant, voilà, là on a une audience de 300 000 personnes qu'on vous a créée qui ressemble aux 10 000 visiteurs de votre site du mois dernier. Donc voilà l'écran où ça se fait, vous définissez la source. Donc la source, ça peut être une audience personnalisée, le pixel de conversion ou votre page. Vous choisissez le pays et ensuite vous choisissez la taille de l'audience qui va entre 1 et 10% de l'audience du pays.
Donc, plus vous êtes vers 1, plus vous allez avoir une audience qui va vraiment ressembler à celle que vous voulez extrapoler. Voilà pour la partie ciblage. Vous avez des questions? Le coût? Alors, je parle un peu plus tard, je vais parler de la partie budget, mais en fait, le coût, c'est vous qui le déterminez. Enfin, vous déterminez combien vous voulez dépenser. Donc, vous dites, moi, je vais budgéter 1 euro par jour ou 5 euros par jour. Et en fonction de ce budget, Facebook va montrer la pub à un certain nombre de gens. Il n'y a pas de chiffre standard, c'est-à-dire c'est pas 1 euro pour montrer la pub à 1000 personnes. En fait, ça dépend. Je vais vous parler après du système d'enchères, puisque chaque fois que vous voulez faire une pub, chaque fois que un utilisateur ouvre son appli Facebook, en fait, il y a plein d'annonceurs qui se battent pour montrer la pub à ces personnes. Et donc, Facebook en interne mouline et décide qui montre quelle pub à qui. Je vous expliquerai comment ça marche. Excusez-moi. Alors, un petit mot sur la créa. Donc, comme je vous disais, quand un utilisateur est sur Facebook, il ne vient pas voir de la pub. Il vient pour aucune raison précise, il vient pour se divertir en général. Donc, gardez bien en tête qu'une publicité réussie, c'est une publicité qui arrive à attirer l'attention d'un utilisateur qui n'est pas venu pour ça. Donc, pour moi, il y a trois étapes pour réussir une publicité. La première, c'est l'image qui va attirer l'attention. Si l'image a réussi à attirer l'attention, la personne lira le message. Et si le message suscite l'intérêt, la personne cliquera sur la pub. Donc ça provoque l'action. Donc gardez toujours ça en tête quand vous faites une pub sur Facebook. Le but n'est pas de vendre quelque chose dans Facebook. Le but est uniquement que les gens cliquent sur votre pub. Vous allez leur vendre ce que vous avez à leur vendre, ou à leur proposer, ou à leur expliquer, ou le contenu, je dis vendre de façon très générale, sur votre site. Donc sur Facebook, il faut juste donner un petit hameçon, une accroche. Et le seul objectif de votre pub, c'est que les gens cliquent dessus. C'est pas autre chose. Bon, là, j'avais une vidéo, mais je ne pourrais pas vous la montrer. Donc vous la verrez dans les slides. Et donc, il y a quelques règles de base pour bien construire son message. La première, c'est d'écrire de façon très simple, claire et concise. Parce qu'encore une fois, les gens sur Facebook, vous-même, quand vous êtes sur votre fil d'actualité, a priori, vous allez plus chercher les posts de gens que vous connaissez ou de personnalités que vous suivez. Mais si vous voyez dans votre fil une pub d'un nom d'une marque que vous ne connaissez pas, vous n'allez pas passer beaucoup de temps dessus. Donc, en tant qu'annonceur, il faut toujours aller au plus court et être très direct. Et surtout, concentrer dans un post un seul message. Il ne faut pas chercher à faire passer plusieurs messages, en fait. Il y a un seul message à faire passer, et toujours dans cet objectif que les gens cliquent sur la pub à la fin. Donc, je vous ai mis 2 exemples. Le premier, c'est Brief Me, qui est une newsletter française qui, en gros, tous les soirs, vous recevez un peu les brefs de l'actualité de la journée. Et je trouve que leur pub est assez réussie, puisque voilà, tous les soirs, l'actu qui a du sens en 2 minutes dans votre boîte email. On a compris, quand on lit ça, on comprend ce qu'ils ont à proposer. Pas besoin d'en dire plus sur la pub. Si cette proposition vous intéresse à peu près, vous allez cliquer dessus. Et là, sur leur site, vous aurez plus d'infos, vous aurez des captures d'écran, des exemples de ce à quoi ressemble cette newsletter. Mais dans la pub, il n'y a vraiment pas besoin d'en dire plus. Là, une pub pour un drone avec une caméra. Le titre, voilà, Sky Mini Drone plus HD Cam. Le texte au-dessus, New, the Sky Drone comes with a built-in HD camera now. Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Encore que voilà, on a 3 lignes de description en dessous qu'on peut remplir, mais quelqu'un qui sera intéressé par un drone avec une caméra, il n'a pas besoin d'en savoir plus à ce stade. Il va cliquer, il va avoir toutes les infos sur le site derrière. Ensuite, une autre chose à garder en tête, c'est de hiérarchiser l'information que vous allez essayer de faire passer dans une pub selon la grille de lecture qu'à peu près tout le monde suit. C'est-à-dire, en premier, en général, après l'image, pardon, je recommence. Les gens regardent l'image en premier. Si l'image attire votre attention, en général, on lit le titre qui est écrit en plus gros.
ensuite le texte au-dessus de l'image, et en tout dernier, le texte qui est marqué en petit. Et donc, faut garder cette progression en tête quand on compose ce message. Et là, l'exemple est assez bon. En premier, donc vous avez défiscalisation, l'astuce des cadres pour effacer leurs impôts. En deuxième, un peu plus d'infos. Donc, il s'agit de la loi Pinel, et on va vous expliquer comment payer 0 € d'impôt pendant 12 ans. Et en tout dernier, un petit filtrage où on explique quand même que ça s'adresse aux personnes qui ont des revenus de plus de 3 000 euros. Ils l'ont fait dans cet ordre-là pour une raison simple, c'est que ça aurait pas été, les gens n'auraient probablement pas cliqué dessus s'ils avaient commencé par dire loi Pinel, comment payer 0 € d'impôt pendant 12 ans. Alors ensuite, sur les visuels, je vous ai mis un exemple que je trouve assez bon. Pas parce que l'image est belle, parce que ça jure un peu le rouge sur le vert, mais c'est pour vous montrer que sur Facebook, le but d'une image, c'est de capter votre attention. Et ça peut se faire avec des images jolies ou moches. Mais l'important, c'est que les images ressortent et qu'elles se démarquent de votre fil d'actualité. Donc une image comme ça, on la voit, même si elle n'est pas très belle. Et si on la voit et qu'on commence à lire un petit peu le texte qu'il y a dessus, il y a une chance qu'on clique dessus. Donc n'hésitez pas, si vous faites des pubs, à utiliser des couleurs très vives, très contrastantes, quitte à ce que ça soit pas très esthétique. N'hésitez pas à faire passer des émotions positives, de l'humour, si vous êtes dans une ligne éditoriale qui vous permet de faire de l'humour. Les émotions positives, on recommande en général d'utiliser des images de personnes plutôt souriantes, de femmes souvent, d'enfants, de bébés, de chats. Bon, tout ça, ça marche très très bien. C'est pas très original, mais ça marche. Je vous recommande aussi de tester différents visuels quand vous faites une publicité, puisque pour chaque publicité, vous avez le droit de mettre 6 images maximum. Et on n'est jamais trop sûr de l'image qui va marcher a priori. C'est-à-dire que vous pouvez trouver, vous, le visuel très sympa, très attirant, mais ce n'est pas forcément celui qui va capter l'attention de votre audience. Donc plutôt que de préjuger de ça, mettez le plus d'images possible, laissez Facebook les diffuser, et en fait, au bout d'un moment, Facebook va automatiquement optimiser et pousser l'image qui marche le mieux. Vous n'avez pas besoin de deviner ça. Il y a une règle qui s'appelle la règle des 20%. C'est 20% de texte sur l'image, puisque là, vous voyez sur l'image, donc la personne a écrit « Lose the ordinary shampoo ». Vous pouvez rajouter du texte sur les images qui permet de contrôler la couleur, la typo, la taille du texte, contrairement au reste, mais on n'a pas le droit d'utiliser plus de 20% de texte sur une image. Donc, ça change, c'est en train de changer. Ces dernières semaines, Facebook relâche un peu la règle, mais globalement, il vaut mieux mettre des images propres que des images avec trop de texte. Faites en sorte que vos images aient la taille de 1200 par 628 pixels. C'est la taille qui s'adapte le mieux au desktop, au mobile, aux tablettes, puisque c'est redimensionné à chaque fois. Et si vous n'avez pas de graphiste ou si vous n'êtes pas vous-même graphiste, il y a des outils comme Canva et PicMonkey, j'ai mis les liens dans le slide, qui permettent de créer des visuels assez sympas, de façon très facile, même si on n'est pas du tout un pro de Photoshop. Donc la partie budget. Alors, je vais d'abord vous expliquer un peu comment fonctionne la plateforme publicitaire. Voilà, comment ça marche derrière. On ne sait pas tout, mais Facebook donne un certain nombre d'informations quand même. En gros, Facebook évite de montrer à un utilisateur, trop de publicités qui proviennent d'un même annonceur. Puisque vous, en tant qu'annonceur, vous pourriez faire une publicité pour promouvoir un événement, pour que les gens likent votre page, pour que les gens s'inscrivent à votre newsletter. Vous pourriez faire toutes ces publicités en même temps auprès de la même audience. Donc Facebook va faire en sorte que les gens ne voient pas 3 pubs par jour qui proviennent de vous. Et donc chaque fois qu'un utilisateur se connecte à Facebook, ça ne s'affiche pas tout de suite, il y a quelques secondes de décalage, puisque en arrière-plan, le moteur de Facebook doit décider quelle pub il va montrer à cet utilisateur. Et donc c'est un système d'enchères. Facebook va attribuer en fait à chaque pub qui est en concurrence, pour une enchère, va attribuer une valeur
à cette publicité. Et la valeur dépend de 3 facteurs. Donc, ça, c'est eux qui le disent. Il y a d'abord la valeur d'enchère qui est attribuée par l'annonceur. C'est-à-dire, vous, en tant qu'annonceur, quand vous créez une pub, vous allez dire moi, je veux payer 3 centimes par clic sur ma publicité. Ou moi, je suis prêt à payer 10 centimes le like. Ou je suis prêt à payer 50 centimes la conversion. Donc, selon l'objectif de la campagne, vous dites, je mets une enchère de temps pour cet objectif. Et donc, vous allez être en face, quand vous êtes en concurrence pour afficher votre publicité, vous allez être en face d'autres annonceurs qui peut-être, vous avez peut-être fait une enchère à 5 centimes le like, peut-être que les gens en face auront fait une enchère à 20 centimes le like. Mais ce n'est pas forcément pour ça qu'eux gagneront l'enchère. Il y a un autre critère qui est la probabilité que la diffusion de la publicité à l'utilisateur résulte en l'action souhaitée par l'annonceur. Donc, pour faire simple, quelle est la probabilité, si vous faites une pub pour inciter les gens à liker votre page, quelle est la probabilité que l'utilisateur va liker votre page? Ou si moi je fais une publicité pour que les gens s'inscrivent à ma newsletter, quelle est la probabilité que la personne qui voit ma publicité va s'inscrire à ma newsletter? Donc ça, évidemment, vous ne pouvez pas le savoir, mais Facebook connaît nos comportements. Donc il sait si moi, en tant qu'utilisateur, quand je vois des pubs qui me disent like la page de cette marque, est-ce que j'ai tendance à le faire ou pas? Si je vois des pubs qui me disent inscris-toi à cette newsletter, est-ce que j'ai tendance à le faire ou pas? Donc chaque utilisateur va avoir plus ou moins tendance à accomplir certaines actions. Et donc ça aussi, c'est un des critères que Facebook utilise pour montrer une publicité. Et il y a un troisième facteur qui est la qualité de la publicité et sa pertinence pour l'utilisateur. En fait, chaque publicité est notée par Facebook. Chaque publicité, j'en parlerai dans les analytics, a un indice de pertinence. Et donc, plus l'indice de pertinence est élevé, plus Facebook va considérer que la publicité est adaptée et appropriée, pertinente pour cet utilisateur. Oui. La numéro 2, alors la pertinence, c'est est-ce que l'offre de la publicité va correspondre à cette audience? Par exemple, moi dans mon cas, si je fais une publicité en disant inscrivez-vous à ma newsletter lifestyle sur les bons plans d'Istanbul, est-ce que j'ai bien ciblé les personnes à qui je veux la montrer? C'est-à-dire en ciblant des femmes entre 25 et 45 ans qui habitent à Istanbul, qui lisent Vogue et qui font du yoga, par exemple. Est-ce que ces personnes-là vont être intéressées? Est-ce que l'offre que je leur fais de s'inscrire à ma newsletter, est-ce qu'elle est pertinente pour ces gens-là? Le numéro 2, c'est est-ce que ces gens-là, en général, ont tendance à s'inscrire à des newsletters quand elles voient des pubs sur Facebook? C'est plus lié à leur comportement face à des publicités. Donc, Facebook va attribuer une valeur pour chaque enchère, à chaque publicité, en fonction de ces 3 critères. Ce qui veut dire que même si vous êtes en face d'un annonceur qui a fait une enchère plus élevée que la vôtre, vous dites, moi, je suis prêt à payer 10 centimes le clic, et en face, vous avez un annonceur qui dit, moi, je suis prêt à payer 50 centimes le clic, c'est pas pour ça que cet annonceur va gagner l'enchère. Si votre pub est mieux notée par Facebook, peut-être que c'est vous qui gagnerez. Si les gens ciblés ont plutôt tendance à répondre favorablement à ce que vous proposez, c'est peut-être vous qui gagnerez. Donc quand on budgète ces campagnes, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu petit, mais donc ça se fait dans le gestionnaire de publicité après le ciblage. Vous pouvez attribuer un budget quotidien ou un budget pour toute la durée de la campagne. Donc vous allez dire, voilà, j'attribue 4 € par jour à cette pub, ou bien je vais mettre 100 € sur cette pub pour la durée de la campagne, pour 3 semaines par exemple. Ensuite, vous vous dites pourquoi vous voulez optimiser la diffusion des publicités. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça devient complexe. Et vous voyez la partie qui est en bleu. Clique sur le lien vers votre site web recommandé. Donc ça, c'est l'option qui est recommandée par Facebook et c'est honnêtement celle que je recommanderais aussi. Et c'est quand moi je fais des pubs, c'est en général ça que j'utilise. Je n'ai pas besoin de rentrer dans un niveau de complexité plus important, d'optimiser pour des impressions ou d'optimiser pour des portées uniques quotidiennes. Ce n'est pas nécessaire. En général, j'utilise l'option recommandée par Facebook et ça marche très bien. Et ensuite, donc c'est là où vous mettez votre enchère. C'est vous optimisez pour les clics sur le lien vers votre site web et vous avez 2 options. Vous pouvez
faire une enchère automatique, c'est-à-dire vous ne mettez pas de montant, vous laissez Facebook décider à votre place le montant qu'il va attribuer à cette enchère, ou vous le faites vous-même. Voilà, comme je vous disais, vous dites, pour moi, un clic sur le lien, ça vaut 10 centimes. Pour moi, un like sur ma page, ça vaut 50 centimes. Ça peut paraître bizarre, mais souvent, l'option automatique marche mieux. Parce que, alors, ça peut paraître contre-intuitif, parce qu'on va se dire, si je laisse l'option automatique, Facebook va me voler, va mettre des montants d'enchères trop élevés pour me prendre plus d'argent. N'oubliez pas que Facebook, a priori, n'est pas là pour vous voler. Facebook est là pour que vous soyez content de l'utilisation que vous avez de la publicité et que vous en ayez pour votre argent et que vous reveniez, que vous continuez de faire de la pub. Si pour vous l'investissement n'est pas rentable, vous le ferez 1 mois, 2 mois, puis après vous arrêterez. Alors que si vous arrivez à acquérir des nouveaux clients, des nouveaux utilisateurs, des nouveaux fans pour un prix qui vous convient, a priori vous allez continuer de le faire. Donc n'ayez pas peur d'utiliser l'option automatique. Surtout au début, quand vous faites des pubs pour la première fois, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop combien, c'est quoi le bon prix pour un like, c'est quoi le bon prix pour un clic, c'est quoi le bon prix pour un visionnage de vidéo. Moi, quand j'ai démarré, je ne savais pas quel était un bon coût pour un abonné à ma newsletter. Donc j'étais en automatique tout le temps. Et au bout de 6 mois, j'ai fini par voir quand même un trend où je voyais que quand j'étais à 25 centimes, c'était plutôt bien. Quand j'étais à 40, 50, j'optimisais pas assez bien mes pubs. Quand j'étais à 10 ou 15 centimes, c'était une pub phénoménale, il fallait que je la garde. Donc, pour moi, quand on démarre sur la pub Facebook, c'est pas là-dessus qu'il faut passer trop de temps. Là-dessus, moi, je vous conseille d'utiliser l'option recommandée et l'enchère automatique. Moi, je passerai plus de temps sur le ciblage et sur sa créa. Voilà. Et une fois que vous maîtriserez, que vous aurez un peu plus l'habitude, un peu plus d'expérience et surtout un peu de données de quelques mois, vous pourrez essayer d'utiliser d'autres options. Alors la dernière partie importante pour réussir sa campagne, c'est l'analyse des résultats. Donc ça se fait dans le gestionnaire de publicité. Donc là, vous avez une de mes publicités et vous avez plein de colonnes. Donc résultats, le nombre de conversions, le coût par conversion, le nombre d'impressions, la répétition des publicités, les clics. Bon, voilà, il y a une masse de données disponibles. Il y a des rapports, là où il y a marqué colonne performance JD1, vous avez plein de rapports, des templates de rapports que Facebook fournit, que vous pouvez utiliser, où vous pouvez personnaliser et créer vos propres rapports uniquement avec les métriques qui vous intéressent. L'intérêt de toutes ces stats, il faut garder en tête, il ne faut pas se noyer dans les chiffres, c'est simplement une aide à la décision. Il y a des centaines de stats différentes que Facebook fournit. Trouvez celles qui sont importantes et pertinentes pour vous, parce qu'on peut vite se noyer. Et pour moi, il n'y a pas besoin de trop compliquer l'analyse de résultats. Il suffit de regarder 4 ou 5 chiffres. Donc, je vous les ai mis ici. Pour moi, les chiffres essentiels qu'il faut suivre, en premier, c'est le nombre de résultats. C'est-à-dire, selon votre objectif, selon votre campagne, si vous avez fait une campagne de like, le résultat, ce sera combien de personnes ont liké ma page. Moi, quand je fais une campagne d'acquisition d'abonnés, les résultats, c'est combien de personnes se sont abonnées à ma newsletter. Si vous faites la promotion d'un événement, combien de personnes se sont inscrites à l'événement. Donc, pour vous, le résultat final, c'est ça, et c'est plus important que le coût par clic, le taux de clic. Voilà, c'est vraiment ce chiffre-là qui est essentiel. Après, vous avez le coût, c'est-à-dire combien vous avez dépensé pour obtenir ce résultat. Donc, combien vous a coûté un like, combien vous a coûté un clic, combien vous a coûté une inscription à votre newsletter, par exemple. Après, vous avez le taux de clic, le CTR, qui correspond donc au nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. Et il est important à regarder parce que ça donne un bon indicateur de la pertinence de votre publicité. S'il y a un taux de clic élevé, ça veut dire que pas mal de personnes qui voient la pub cliquent dessus. Donc, a priori, dans l'audience que vous avez ciblée, si beaucoup de gens que vous avez ciblés cliquent sur votre pub, c'est que le ciblage a été fait correctement. Enfin, en tout cas, qu'il y a un match entre l'audience ciblée et le message que vous proposez.
Et donc en dernier, c'est l'indice de pertinence que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc l'indice de pertinence, c'est une note que Facebook attribue à chaque publicité, qui va de 1 à 10. Et je crois qu'il faut 500 impressions. Au bout de 500 impressions, Facebook vous met sa note, et qui est basée sur la façon dont l'audience répond à la publicité. Alors, il y a des signaux négatifs et des signaux positifs. Les signaux négatifs, c'est quand si personne ne s'arrête sur votre publicité, et les gens défilent sans ne serait-ce que s'arrêter de scroller pour la regarder, c'est un signal négatif. Si les gens cliquent en haut à droite de la publicité pour dire « je ne veux pas voir cette publicité », c'est un signal très négatif. Les signaux positifs, c'est la personne s'arrête de scroller. Et au moins, elle reste une seconde, elle lit le texte, même si elle ne fait rien dessus. Ça, Facebook le voit. Évidemment, si vous cliquez sur la publicité, c'est un signal positif. Si vous la likez, si vous la commentez, si vous la partagez, c'est des signaux positifs. Donc Facebook prend le mélange des deux et note de 1 à 10. Et en fait, il y a une corrélation directe entre le coût de la publicité, enfin ce qu'elle vous coûte au final, et l'indice de pertinence. Donc Relevance Score, c'est l'indice de pertinence qui est en vert, qui va de 1 à 10. Vous avez le taux de clic à droite en pourcent. Donc plus la note s'approche de 10, c'est logique, plus le taux de clic est élevé. Et inversement proportionnel à ces deux indicateurs, vous avez le coût par clic qui diminue. En fait, Facebook fait ça pour privilégier l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, Facebook préfère que les gens voient des pubs qui sont intéressantes, qui sont pertinentes, qui correspondent à l'audience et qui vont cliquer dessus. Si vous avez une pub qui est mal notée, parce qu'elle dérange les gens, parce qu'elle est moche, parce qu'elle est mal ciblée, Facebook va vous la faire payer plus cher. Il ne vous interdira pas de l'afficher, mais il vous fera payer plus cher. C'est une façon de vous pousser à vous dire, si je vois que ma pub a 2 sur 10 en indice de pertinence, il y a un truc qui ne va pas. Il faut que je retravaille mon ciblage, il faut que je change la créa, il faut que j'écrive un message différent. Et parce qu'au final, elle me coûtera moins cher si elle est mieux. Voilà, donc plus le taux de clic est élevé, moins la publicité coûte cher. Donc pour finir, je vais juste vous parler de quelques bonnes pratiques et de stratégies gagnantes. Il nous reste un petit peu de temps. Avant de commencer à faire de la pub sur Facebook, il vous faut une bonne landing page. Donc, gardez en tête que quand vous faites une pub sur Facebook, il vaut mieux ne pas envoyer les gens sur la home page de votre site. Parce qu'a priori, sur la home page de votre site, il y a beaucoup d'informations. Il y a des articles, il y a des liens, il y a tout un tas de choses. Il vaut mieux les envoyer sur une page précise, donc une landing page, qui va correspondre à ce que vous voulez, à votre objectif en fait. Donc, je vous montre un exemple d'une de mes pubs. Vous ne savez pas où aller dîner ce soir, demandez à Janem Istanbul, inscrivez-vous à la newsletter d'Istanbul. Les gens qui cliquent sur cette pub ne se retrouvent pas sur la homepage de mon site, ils se retrouvent sur cette page d'inscription où en fait, ils ne peuvent rien faire d'autre que de s'inscrire. Il n'y a pas d'article, il y a quelques boutons de réseaux sociaux en haut à gauche, mais bon, a priori, ils arrivent déjà de Facebook. En général, ils ne vont pas ailleurs. Mais voilà, c'est très ciblé, ils sont un peu dans un tunnel. Et c'est très important d'avoir une bonne landing page, donc une landing page qui convertit, que vous avez testée, qui est optimisée, qui est responsive, donc optimisée pour l'affichage mobile, avant de commencer à envoyer des gens dessus. Sinon, vous avez claqué de l'argent pour rien. Et c'est dommage d'avoir une belle pub, une pub qui marche, une audience qui est bien ciblée, et ensuite que les gens soient convaincus par l'offre, cliquent dessus et se retrouvent sur une page qui, par exemple, ne va pas marcher sur mobile. Ou une page où je sais pas, le formulaire ne marche pas, par exemple. Donc, avant de commencer à envoyer des gens sur votre site, assurez-vous que votre landing page est bien optimisée. Ensuite, il y a donc pour la mise en avant de publication, qui correspond au bouton en bas à droite que vous voyez sur chaque publicité, donc mettre en avant ou booster la publication. En général, quand on démarre, on clique sur ce bouton, on met 2 €, 4 €, 10 € et on booste le post. Je vous déconseille de faire ça. Il vaut mieux, vous pouvez faire la même chose depuis le gestionnaire de publicité avec le premier objectif qui s'appelle mettre vos publications en avant. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous cliquez sur le bouton booster la publication, vous avez très peu d'options de ciblage. Vous pouvez cibler
les fans de votre page, vous pouvez cibler les amis des fans de votre page, et je crois 3 ou 4 critères, 3 ou 4 centres d'intérêt. Alors que si vous faites la même chose par le gestionnaire de publicité, donc en choisissant l'objectif, mettre vos publications en avant, vous avez accès à toutes les options de ciblage dont je vous ai parlé. Donc c'est dommage de s'arrêter à celle uniquement que Facebook vous propose. En gros, c'est pour que Facebook fait ça pour que les gens aient tendance à démarrer, enfin à tester la publicité de façon simple, mais on se prive de pas mal d'options. Alors ensuite, un autre conseil, c'est segmenter. Quand vous ciblez une audience, ne mélangez pas trop de critères dans cette audience, surtout des critères qui n'ont rien à voir. Par exemple, n'allez pas cibler des étudiants qui sont... Peut-être étudiants, c'est un mauvais exemple parce que c'est une population qui est déjà très limitée, mais n'allez pas cibler, je ne sais pas moi, des habitants de Paris qui aiment le ski, qui lisent GQ, qui aiment TF1 et Jamel Debbouze, par exemple. Ça vous fera une audience, peut-être dans votre tête, votre cible correspond à tous ces critères. Ça va vous faire une audience de, je sais pas, 2 millions de personnes. Le problème, c'est que vous n'aurez aucune idée de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas. Est-ce que les gens cliquent sur vos pubs parce que c'est des fans de Jamel Debbouze, ou parce que c'est des gens qui aiment le ski, ou parce que c'est des lecteurs de GQ? Donc, restez dans des ensembles de publicités, sur un ciblage un peu cohérent. Vous pouvez cibler les lecteurs de GQ, de Vanity Fair et de Esquire, par exemple. On est dans la presse un peu lifestyle. A priori, une audience homogène. Mais n'allez pas mettre des critères qui n'ont rien à voir avec ça, parce que sinon, vous n'aurez aucun moyen de savoir ce qui a marché ou pas. Il vaut mieux faire plusieurs ensembles. Faites un ensemble de publicités pour les lecteurs de GQ, un ensemble pour les fans de Jamel Debbouze, un ensemble pour les amateurs de ski. Et ensuite, à la fin, vous pourrez comparer les résultats sur chacune de ces audiences et vous dire, moi, en fait, ce qui marche vraiment le mieux, c'est les lecteurs de GQ, par exemple. Alors ensuite, quelque chose qui marche assez bien, c'est le ciblage des amis de fans. Quand vous ciblez les amis des fans, vous voyez en haut, en fait, au tout début d'une publicité, vous allez voir le nom de vos amis. Et donc là, par exemple, j'ai 2 amis qui aiment les Échos. C'est une publication sponsorisée par les Échos. Mais avant de voir les Échos et avant de voir sponsorisé, je vois le nom de mes amis. Donc il y a une espèce de validation sociale qui fait que la publicité elle est un peu moins étrangère, un peu moins intrusive, puisqu'on commence par nous dire que c'est des personnes qu'on connaît qui sont fans de cette page. C'est quelque chose qui marche bien. Et vous pouvez dire, je veux cibler les amis de mes fans et en plus les gens qui habitent à tel endroit ou qui ont tel centre d'intérêt. On peut s'inspirer aussi, si vous commencez à faire de la pub de façon un peu plus approfondie, un peu plus intense, on peut s'inspirer de ce que font les autres. Quand vous avez une pub sur la colonne de droite, en cliquant sur la petite croix en haut à droite, vous pouvez choisir la case « Pourquoi est-ce que je vois ça ?» Pareil quand c'est dans le fil d'actualité. Vous cliquez sur la petite flèche en haut à droite « Pourquoi est-ce que je vois ça ?» Et là, vous allez voir pourquoi est-ce que je vois cette publicité. Moi, j'ai vu cette publicité parce que apparemment l'annonceur ciblait les personnes intéressées par hôtel boutique. À droite, j'ai vu cette publicité parce que l'annonceur cible les hommes de plus de 25 ans qui habitent en France, les plus de 28 ans qui habitent en France. Donc, moi, je regarde souvent si je vois des pubs de mes concurrents, je vais cliquer en haut à droite et je vais regarder pourquoi est-ce qu'ils m'ont ciblé. Des fois, ça me donne des idées sur le ciblage à faire pour mes propres pubs. Un truc tout simple, quand vous faites des campagnes d'acquisition, excluez vos clients. C'est-à-dire si vous avez une mailing list ou une liste de numéros de téléphone et vous voulez en fait aller chercher, le but de votre pub c'est d'aller faire de l'acquisition de nouveaux utilisateurs, de nouveaux clients. Vous pouvez, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, créer une audience personnalisée. Vous importez dans Facebook un fichier avec des adresses mail ou des numéros de téléphone. Et ensuite, vous pouvez dire à Facebook, quand vous faites une nouvelle publicité, je veux exclure ces personnes-là. Pour 2 raisons. Pourquoi payer pour que la publicité s'affiche à des personnes qui sont déjà en fait des utilisateurs ou des clients? Vous allez économiser un peu d'argent. Et surtout, vous risquez de les énerver. Parce que moi, si j'ai un abonné à ma newsletter qui voit une pub qui lui dit « abonnez-vous à cette newsletter », il peut se dire que c'est un peu trop de recevoir la newsletter et en plus de voir de la pub pour lui dire de s'inscrire.
Par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le retargeting, donc le fait d'aller cibler des gens qui sont venus sur votre site, je ne sais pas si vous connaissez l'entonnoir de conversion. En gros, c'est quand on va chercher des nouveaux utilisateurs, on les fait passer dans un entonnoir et puis ça filtre et tout en bas, on a les clients finaux. Donc l'équivalent de ça sur l'application de ça sur Facebook, ça va être donc on peut commencer par créer une audience, c'est-à-dire faire une campagne de like. C'est ce qui est à peu près le plus facile, c'est l'action la plus facile à faire réaliser à des gens qu'on ne connaît pas, c'est de faire une pub en disant aux gens likez ma page. En général, les gens le font. C'est ce qui coûte le moins cher. Ça coûte moins cher que de faire s'inscrire les gens à une newsletter ou que d'acheter un produit directement. Et vous pouvez promouvoir aussi du contenu à des non-fans. Donc, je sais pas, vous publiez un article sur votre site, sur votre blog, vous pouvez le mettre en avant auprès de personnes qui ne sont pas déjà des fans. Donc ça, c'est des choses qui vont permettre d'acquérir un petit peu de notoriété et de faire connaître le nom de votre marque ou de votre asso à des gens qui ne vous connaissent pas. Ensuite, il y a la partie engagement, où là, vous allez promouvoir du contenu à ces personnes qui sont donc des fans, des abonnés, des personnes qui sont sur votre newsletter. Vous pouvez payer, donc faire un peu de pub, pour être sûr que ces personnes vont consommer votre contenu. Et une fois qu'ils l'ont fait, donc ils le font sur votre site internet, vous leur faites des pubs avec des liens vers votre site, ils viennent sur votre site. Si vous avez installé le pixel Facebook, vous pouvez ensuite les retargeter et leur faire une pub qui va leur proposer quelque chose, donc de s'inscrire à un événement, d'acheter quelque chose, une action qui demande un engagement un peu plus important. Il y a plus de chances qu'ils accomplissent cette action si vous les faites passer dans cet entonnoir, parce que si vous leur demandez d'acheter quelque chose alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de votre marque, il y a assez peu de chances qu'ils le fassent. Alors que si ils vous connaissent depuis quelques mois, ils ont liké votre page, ils ont vu des posts, ils sont allés sur votre site, il y a un petit peu plus de chances qu'ils accomplissent l'action. Et pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez répartir le budget de cette façon. Vous pouvez faire 10% sur les campagnes de like, 10% sur la promotion du contenu, et après 80% sur comment générer des conversions, comment faire en sorte que ces gens deviennent des abonnés ou des clients. Voilà, pour finir, il y a quelques règles publicitaires. Je ne vais pas parler de ça trop longtemps, mais il faut faire attention parce on peut avoir des pubs rejetées ou carrément un compte publicitaire interdit, banni par Facebook. Il y a du contenu interdit, donc on ne peut pas faire de pub pour des cigarettes, des armes, de la drogue. On ne peut pas faire des pubs qui sous-entendent des attributs personnels. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas dire je lis des exemples que j'ai vus. On peut pas dire rencontrer des hommes. On peut dire rencontrer des hommes afro aujourd'hui, mais on ne peut pas dire rencontrer d'autres célibataires afro, parce que le deuxième insinue que vous savez que la personne est afro. Vous pouvez dire rencontrer des femmes chrétiennes, mais vous ne pouvez pas dire êtes-vous chrétien. On ne peut pas nommer les gens. Bon, on peut pas dire achète cette chemise, Ilan. Voilà, ça ne marchera pas. Pas de contenu mensonger, trompeur, de fausses promesses. Bon, a priori, on n'a pas intérêt à faire ça, mais Facebook a instauré ces règles parce qu'il y a quand même des filous qui se servent des pubs Facebook. Et il ne faut pas non plus utiliser du contenu qui peut paraître trompeur, c'est-à-dire pas de gagner 100 000 euros en 2 mois ou perdre 20 kilos en une semaine. Même si vous avez la pilule miracle qui permet de perdre 20 kilos en une semaine, la proposition est trop irréaliste pour que ça passe. Pas d'image avant-après. Bon, voilà, souvent pour les remèdes à la calvitie ou les régimes, c'était utilisé, c'est interdit. Si jamais vous mentionnez le mot Facebook dans une publicité, il y a des règles aussi assez strictes. Vous pouvez, par exemple, il faut que le F soit majuscule. Si vous mettez leur logo dans vos images, il faut que ça soit le logo tel quel de Facebook. Vous ne pouvez pas le passer par un filtre ou le modifier. Il faut une cohérence entre la pub et la page de destination. Donc, ça paraît logique, mais il ne faut pas que les personnes qui cliquent sur votre pub aient le sentiment d'avoir une mauvaise surprise ou le sentiment d'avoir été floués quand ils se retrouvent sur votre site. Parce que s'ils cliquent sur une pub, qu'ils arrivent sur la page de destination, qu'ils y restent 2 secondes et qu'ils reviennent sur Facebook, c'est aussi un signal négatif qui est envoyé à Facebook, qui dégrade vos notes de publicité. Alors que si quelqu'un clique sur une pub et reste longtemps sur votre site avant de revenir à Facebook, c'est pour Facebook un signal que l'offre était pertinente, que en tout cas le site correspondait à la publicité.
Et quand vous envoyez les gens sur une page, sur votre site ou une landing page, quelle qu'elle soit, il faut un lien vers votre politique de confidentialité. Voilà, j'ai mis un lien vers toutes les règles publicitaires. Et donc le mot de la fin, citation, Nothing kills a bad product faster than good marketing. Donc avant de commencer à faire de la pub sur Facebook ou de la pub de façon générale, assurez-vous que vous avez un bon produit. Un bon produit, ça veut dire simplement une bonne landing page. Donc comme je disais, il faut qu'elle soit optimisée pour mobile, que votre offre soit clairement définie. Si vous voulez faire la promotion d'une soirée ou le lancement d'un produit, envoyez les gens vers quelque chose qui est à peu près abouti. Sinon, vous allez tuer votre produit, votre réputation et dépenser de l'argent pour rien. Voilà, merci. Non, je crois pas. Merci beaucoup, Joseph. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je rappelle que Joseph est aussi entrepreneur, donc vous pouvez aussi lui poser des questions sur son parcours entrepreneurial. Oui. Si, c'est important, c'est sûr. Si tu arrives à faire en sorte que les utilisateurs... C'est moi qui fais le bruit là? C'est sûr que si tu arrives à faire en sorte que des gens partagent une pub, tu vois, c'est extrêmement positif. Enfin, oui, c'est fort. Après, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas d'objectif l'objectif, c'est que les gens la partagent. Tu peux simplement mettre un post en avant, tu peux faire une pub pour présenter ton service. Après, si les gens la partagent, c'est que vraiment, tu as bien ciblé les personnes et que ton message leur parle et qu'ils trouvent ça tellement bien qu'ils veulent même en parler à leurs proches. Donc oui, ça a une valeur, ça a une valeur assez forte. C'est désagréable ce truc. C'est bon? Ah, super. Il y a même dans les statistiques, tu peux voir le coût d'un partage. Donc chaque fois que tu fais une publicité, que tu dépenses, je sais pas, 10 euros, si tu as 5 partages, 2 euros, voilà, ça te coûte 2 euros le partage. Non, pas vraiment. Non, parce qu'on peut pas faire des offres on peut pas faire on peut pas faire de parrainage par la pub Facebook, parce que ce qui pourrait marcher, c'est de dire, bah, tu fais une pub et tu dis aux gens, partagez cette pub pour gagner quelque chose ou pour avoir une remise sur un produit, mais il n'y a pas vraiment de moyen il n'y a pas d'outil pour mettre ça en place, enfin, pas en tout cas au niveau de la pub dans Facebook. Oui. À part de la pub. Non, moi je sépare le contenu éditorial, donc vraiment les bons plans, les bonnes adresses, les petites boutiques, les bars, les concerts, ce genre de choses. Donc ça c'est pas payé. Enfin, d'ailleurs on peut pas payer pour y apparaître. Par contre, je fais des fois des newsletters sponsorisés où là toute la newsletter va parler du produit d'une marque. Mais dans ce cas-là, je m'adresse plutôt à des grosses marques qui vont payer pour toucher mon audience. Mais ce ne sera pas un restaurant ou un bar ou une boutique. Non, non, non. Par contre, une marque de fringues, par exemple, la semaine prochaine, je vais faire une newsletter sponsorisée pour Tommy Hilfiger pour parler de leur nouvelle collection d'été. Donc là, oui, forcément, je vais dire du bien de leur collection d'été, mais de toute façon, c'est indiqué. Dès que c'est du contenu sponsorisé, c'est marqué article sponsorisé en tout premier.
J'ai pas compris. Ah non, non, en effet, j'essaie en tout cas de faire des partenariats publicitaires qu'avec des marques qui correspondent à mon audience. Parce que la première année, donc jusqu'à à peu près 10 000 abonnés, j'ai refusé des offres que j'avais pour faire de la pub parce que c'était des marques de fringues un peu cheap, parce que c'était un magasin de téléphone portable qui ne correspondait pas à l'image en tout cas que je voulais créer pour ma newsletter. Donc je ne l'ai pas fait et j'attendais d'atteindre un certain niveau. Dans ma tête, c'était 10 000 abonnés pour pouvoir aller voir des marques et des agences et leur pitcher ce que je faisais et essayer de les convaincre de faire des partenariats. Ah bah bien sûr. Ah bah bien sûr. Bah, déjà, pour les convaincre de me donner de l'argent, je vais leur dire en moyenne, le taux de clic de la newsletter, c'est tant, l'audience, le profil des abonnés, c'est tant de femmes, tant d'hommes, tant de Turcs, tant d'expats. Enfin voilà, je leur donne tout un tas de chiffres avant, et puis une fois que je fais une campagne, au bout de 2 jours, je vais leur dire, voilà, on a tant de clics. Au bout d'une semaine, je leur donne un résultat à peu près final. Puis ça m'arrive de rediffuser la newsletter uniquement auprès des personnes, de mes abonnés qui n'ont pas cliqué dessus, qui ne l'ont pas ouverte, en changeant le titre par exemple, qui permet d'augmenter les taux d'ouverture de 5-10%. Bah, non, pas vraiment. Non, parce que sur Facebook, il y a des centaines et des centaines de stats possibles à donner, alors que moi, à mon niveau, c'est le nombre de personnes à qui j'ai envoyé le mail, le nombre de personnes qui l'ont ouvert, le nombre de personnes qui ont cliqué dessus. Voilà, c'est tout. J'ai pas d'autres data. Pour la pub pour Facebook, c'est dur à dire. J'avais une slide que j'avais utilisée sur une autre présentation qui montrait les taux de clics selon les pays, selon les mois de l'année, selon les secteurs. Et alors, il y avait des variations vraiment. Ça pouvait aller du simple au quintuple. D'après ce que moi j'ai pratiqué et d'après ce que je lis sur voilà, des blogs, des études de cas, des choses comme ça, en dessous de 1%, c'est un mauvais taux de clic. Entre 1 et 2, on va dire que c'est correct. Entre 2 et 3, c'est bien. Et alors au-dessus de 3, c'est vraiment excellent. Mais c'est vraiment très approximatif parce que ça peut énormément changer selon les pays. Moi, quand j'ai comparé les résultats de mes campagnes Facebook, donc que je fais exclusivement en Turquie, avec des gens qui font un peu la même chose que moi, mais sur Paris, et enfin, mon coût d'acquisition, c'est moitié moins que le leur. Alors moi, je pensais que c'est parce que j'étais hyper doué. Et en fait, après, j'ai compris qu'il y a beaucoup moins d'annonceurs en Turquie qu'en France. Donc, il y a moins de compétition en Turquie. Donc, la pub coûte moins cher en Turquie. Voilà. Donc, c'est difficile. On peut comparer que des taux de clic ou des coûts d'acquisition sur un même secteur, à peu près sur une même géographie, sur une même audience. Par contre, il y a un truc qui est le même pour tout le monde, c'est l'indice de pertinence. Parce que là, Facebook va regarder les indices, les signaux négatifs et positifs que les gens font. Et donc là, par contre, on peut dire, moi, mes pubs en moyenne, c'est du 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10. Et là, on peut comparer, même sur différents secteurs, sur différentes audiences. Ça t'a mis à peu près combien de temps à trouver ta bonne audience? L'audience qui te permettait d'avoir le plus de conversion, qui te permettait vraiment d'optimiser toutes tes publicités? Je la cherche encore. Ouais. En fait, il n'y a pas un moment où je me dis, ça y est, je suis arrivé, je sais que c'est cette audience et je la cible et ça marche à chaque fois. Donc, tous les mois, je change mes pubs. Tous les mois, je change les visuels. Tous les mois, j'essaie des nouveaux ciblages. Où je vais, moi, chercher des nouveaux critères, des nouveaux centres d'intérêt à cibler, où je vais utiliser donc, les audiences similaires de Facebook. Je vais extrapoler les fans de ma page. Je vais extrapoler mes abonnés à ma newsletter. Mais non, tous les mois, je change. Il faut vraiment tester sans arrêt.
Et puis au bout d'un moment aussi, les audiences se fatiguent. C'est-à-dire que si je cible la même audience tout le temps, au bout d'un moment, ils en ont marre de voir passer mon message et ils ne s'inscrivent pas. Et du coup, une fois que tu as fait tes campagnes pour ta newsletter, en tout cas ce que tu faisais beaucoup au début, Oui. encore, Oui. et que les gens se sont inscrits, donc il y a eu cette conversion, est-ce que tu remarques après, quand tu envoies tous tes mails, quand tu envoies ta newsletter, est-ce que tu remarques que tu as bien, particulièrement bien ciblé, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de clics, enfin que les personnes une fois inscrites sont encore réceptives du message? Bah, je scinde pas. Dans mes abonnés, je scinde pas ceux qui viennent d'une pub Facebook ou ceux qui viennent parce que ils ont cliqué sur un article qu'il y avait dans un journal qui parlait de mon site et qui viennent dessus, ou ceux qui le trouvent par Google. Donc je ne fais pas de segmentation au niveau de ma liste. J'ai juste ma liste, je sais que j'ai homme, femme, j'ai l'année de naissance, j'ai turc ou anglophone, mais sinon je ne rentre pas dans un niveau plus sophistiqué. Non, peut-être je devrais. Oui. Ouais. Alors, moi, je suis le fondateur, donc je l'ai lancé. Et je fais beaucoup de choses. En fait, j'ai 3 casquettes principales. J'ai la casquette de rédac chef, on va dire. Donc, c'est pas moi qui écris les articles. Je travaille avec des pigistes qui écrivent, qui sont bilingues, donc ils vont écrire tous les articles en turc et en anglais. Ou c'est moi qui leur dis d'écrire sur un sujet, ou c'est eux qui me proposent des sujets que je valide et donc après ils écrivent dessus. Mais c'est moi qui vais coordonner le texte, le ton, les images, puisque chaque illustration, parce que vous avez vu passer pas mal d'illustrations, pour chaque article, il y a un dessin. Donc ça, c'est le côté rédac chef. Après, il y a le côté marketing. Donc c'est ça, c'est la pub Facebook. Il y a une époque, au début, avant de faire de la pub Facebook, j'ai fait un petit peu de RP. Donc contacter des magazines, des journaux pour qu'ils parlent de moi. J'allais mettre des flyers dans des cafés, dans des restaurants, dans des boutiques. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Principalement, c'était ça. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis aperçu que ce qui marchait le mieux, c'était la pub Facebook. Donc j'ai arrêté de faire tout le reste et je me suis concentré là-dessus. Et ça, c'est moi qui m'en occupe à 100%. C'est moi qui crée les pubs, c'est moi qui les suis. Et la partie commerciale, pareil, c'est moi qui le fais. C'est moi qui contacte des marques, des agences, qui vais les voir, qui fait les propositions derrière, les devis, après qui met en place les campagnes. Ouais, j'ai 2, 3 pigistes qui écrivent les articles et une personne qui fait toute la partie réseaux sociaux. Ça, par contre, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est-à-dire trouver du contenu à poster sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Tout ce qui est contenu organique, il y a quelqu'un qui s'en occupe, qui va me faire un programme pour une semaine. Donc là, pour la semaine prochaine, elle me dit, voilà, lundi, tel poste, tel poste, tel poste. Je valide ou je lui demande de changer. Mais voilà, ça, c'est pas moi qui m'en occupe pour le coup. J'ai décidé de sous-traiter cette partie-là, mais le reste, je vais m'en occuper. C'est moi? Non, pas du tout. Non, non, c'est du WordPress. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai quoi? Ah non, j'ai acheté le domaine. Oui, non, quand même. Ouais. Non, j'ai acheté le domaine et j'ai juste payé un développeur au tout début. Enfin, j'ai acheté le domaine, j'ai acheté un thème WordPress et j'ai payé un développeur qui a fait des petites modifications sur le thème selon ce que je voulais. Et par contre, après, c'est moi qui le gère, c'est moi qui le mets à jour, qui rajoute des plugins des fois. Bon, il y a des trucs que je peux pas faire quand je suis vraiment bloqué ou en général quand j'accumule des modifications que je veux faire. Quand j'en ai assez, j'appelle le développeur et il me dit ça va me prendre un jour, ça va coûter tant pour le faire. Et là, c'est lui qui le fait. Je sais pas coder, j'y connais rien. J'ai commencé à faire ça, j'avais aucune notion d'informatique, de journalisme, blogueur. Je venais pas de la pub. J'avais travaillé dans le textile avant, donc je ne connaissais pas grand-chose en fait à tout ça. Et du coup, comment t'es venu l'idée de un peu tout quitter, arrêter ton travail dans le textile pour aller trouver l'idée et aller vers Janine Istanbul? Alors le textile, j'en ai fait 10 ans, 12 ans, donc ça allait.
Avant de travailler dans le textile, j'avais travaillé dans le digital. Donc à Boston, j'avais bossé pour une start-up dans le e-marketing. Et en fait, ça me plaisait. Donc j'avais un peu envie de revenir dans le digital. Et comme j'allais souvent à Istanbul, j'ai habité à Istanbul pendant 2 ans, j'avais envie quand même de faire quelque chose en lien avec cette ville. Et j'étais très consommateur de newsletters de ce genre sur Paris ou même aux États-Unis. Voilà, j'aimais bien ce côté. J'aimais bien la newsletter en tant que média. Et du coup, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui existe de similaire à Istanbul Et j'ai commencé à regarder, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose en fait. Et donc, je me suis dit, bah, de quoi j'aurais besoin en fait pour le faire, puisque je suis ni journaliste, ni blogueur, ni développeur, ni graphiste. De quoi j'ai besoin? Donc j'ai commencé à me dire, bon, bah, je vais avoir besoin d'une graphiste, je vais avoir besoin d'une illustratrice, je vais avoir besoin de rédacteurs, d'un développeur pour le site, d'un logiciel pour créer, envoyer les newsletters. Et puis voilà, j'ai commencé un peu à chercher autour de moi, à demander autour de moi qui connaissait qui, et à assembler en fait un peu toutes les pièces du puzzle. Et puis à un moment, je me suis dit, bah, j'ai toutes les pièces, donc faut y aller. Voilà. Oui. Ouais. Ouais. Bah, au départ, j'y allais vraiment par relation. Donc, j'ai demandé à tous mes copains et copines à Istanbul qui connaît des gens qui travaillent, qui sauraient écrire en turc et en anglais. Donc, on me disait, ah, bah, moi, je connais une rédactrice qui fait des articles sur des restaurants pour Vogue. Je connais une rédactrice mode au Time Out. Je connais, voilà. Donc, j'ai commencé à rencontrer ces gens-là. Mais effectivement, au départ, c'était pas évident de les convaincre de bosser avec moi parce que j'étais là avec mon idée, mon projet. J'avais rien à montrer. J'avais même pas une page, un logo. J'avais rien. J'avais juste une idée. En plus, je leur disais, je vous paierai, hein, mais pas beaucoup, mais je vous paierai un petit peu. Au départ, je sentais qu'il y avait beaucoup de méfiance de la part des gens. Bon, après, quand je leur disais, ben voilà, fais ça, genre écris cet article et je te paierai tant, ils le faisaient. Mais ils le faisaient en se disant, c'est un guignol, ça marchera pas, ou ça n'ira nulle part, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets, des idées, et où ça se concrétise pas, parce que c'est dur. C'est dur d'aller au bout, c'est dur de convaincre les gens. Et puis bon, bah, en fait, au bout d'un moment, quand le truc était réel et que les gens voyaient que je lâchais pas et que je le faisais vraiment, ben, ils suivaient. Voilà. Ah, mais de toute façon, j'ai personne qui travaille à temps plein. C'est que des, c'est que des gens qui sont ou freelance ou part-time. Je gagne pas encore assez d'argent pour pouvoir payer des gens à temps plein. Puis j'en ai pas besoin non plus. J'ai pas la quantité de contenu que je produis et puis la quantité de travail que j'ai décidé de faire moi tout seul. J'aurais pas quelqu'un en fait. Je pourrais pas occuper quelqu'un à temps plein aujourd'hui. Mais par contre, j'ai besoin de plusieurs personnes qui vont faire des choses variées. Non. Bon. Ok. Merci beaucoup. Ah, merci. D'être venu aujourd'hui. Si vous allez sur Istanbul et que vous voulez avoir des petits Oui. plans sympas, Voilà. janemistanbul.com. Merci.